Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Je voudrais aujourd'hui vous parler de quelques aspects de la représentation de l'espace dans le roman Les bouts de bois de Dieu de Saint-Bin Ousmane, en partant notamment de deux extraits. Le premier se situe à la page 30, à la page 34 et le deuxième se situe à la page 253. Et nous allons voir, justement, c'est ce que je vous ai déjà dit lors d'une séance précédente, nous allons voir justement ou interroger cette dualité spatiale qui caractérise le roman africain subsaharien francophone. Mais avant d'aller au vif du sujet, je voudrais vous rappeler que l'Afrique a toujours été conçue par les Africains comme un espace sécurisant, un espace d'assouvissement pardon, des désirs des Africains parce qu'ils y trouvent refuge. Je pense particulièrement à des espaces sécurisants comme la brousse, comme le fleuve, par exemple. Alors cet espace pullule de figures mythiques, de sorciers, de marabouts, de griots, etc. Et le tout participe d'une représentation spatiale où s'entremêlent le visible et l'invisible. Nous en avons déjà parlé lors d'une séance précédente. Nous avons parlé de cette unité spatiale, unité temporelle, et cette unité du cosmos qui caractérise la pensée africaine subsaharienne. Ainsi, des images micro et macrospatiales, des images micro et macrospatiales, c'est-à-dire microspatial, l'environnement immédiat, le milieu immédiat, l'espace dans lequel vit le personnage, et vous avez la macrostructure, des images macrospatiales qui concernent l'Afrique en général. Bien. Euh, ces images micro et macro traversent l'esprit du personnage, allant, comme je viens de le dire, de son milieu immédiat à celui plus vaste de l'Afrique qui a subi de grandes mutations. Et nous allons voir tout à l'heure l'ambiguïté spatiale et puis cette hantise de l'ailleurs, hein, cette hantise de l'ailleurs qui caractérise en fait euh, dans des moments de crise la pensée du personnage africain. Je dirais par ailleurs que la logique coloniale, et on l'a déjà dit, la logique coloniale est basée sur l'injustice et sur la discrimination. Et cette injustice et cette discrimination nourrissent les conflits entre les gouvernants et les gouvernés. Et par conséquent, les nouveaux espaces, on peut donner comme exemple euh, les chemins de fer et puis les mines, pardon, en Afrique subsaharienne, ces nouveaux espaces prescrits par le colonisateur sont des espaces de peur, de famine et de malaise auxquels l'Africain ne s'est pas habitué, hein, ne s'est pas habitué à ce genre d'espace. Ainsi, au désagrément spatio-temporel se superposent les figures de l'échec chez des personnages qui deviennent exilés à l'intérieur de leur terre natale. Et là, je vais vous citer, je vais vous donner une citation tirée du livre de Claude Lévy-Le Boyer, Psychologie et environnement. C'est à la page 100, c'est à la page 100, là où il parle de l'environnement. Il dit que l'environnement est perçu et évalué à travers et par l'action, la séquence d'action étant inséparable de la perception dont elle constitue à la fois une fonction essentielle, un des moteurs et le feedback qui permet de vérifier que l'élaboration perceptive est pertinente. Donc on voit bien ici que l'espace ne concerne pas uniquement le cadre géographique, mais il le dépasse vers une sorte de perception de cet espace comme étant un espace mythique, un espace symbolique qui porte justement les marques du personnage, qui,
qui influe, qui influence le personnage et qui est influencé par le personnage. La preuve, c'est justement et là je vais aborder les textes dont je vous ai parlé au début de mon intervention. Si on prend par exemple la cité, je lis le texte. Des taudis, des soupentes branlantes et tombeaux renversés, des tapates en tiges de mil et de bambou, des piquets de fer, des palissades à moitié écroulées, tièses. Un immense terrain, vague où s'amoncellent tous les résidus de la ville, des pieux, des traverses, des roues, pardon, de locomotives, des fûts rouillés, des bidons défoncés, des ressorts, de sommiers, des plaques de tôle cabossées et lacérées, puis un peu plus loin, sur le sentier de chèvres qui mène vers Bambara, des monceaux de vieilles boîtes de conserve, des amas d'ordures, des monticules de poteries cassées, d'ustensiles, de ménage, des châssis de wagons démantibulés, des blocs moteurs ensevelis sous la poussière, des carcasses de chats, de rats, de poulets dont les charognards se disputent les rares lambeaux. Voilà. Donc ça, c'est une ville fantôme, c'est une ville où on ne peut pas mener une vie saine. Déjà, on est dans un espace, disons, catastrophique euh, qui ne peut qu'être fatal pour le personnage. Et on verra par la suite le contraire en fait de cet espace, c'est celui du blanc. Donc nous sommes dans un espace tragique, dans un espace de silence et d'absence. Dans un espace de silence et d'absence, dans la mesure où il n'y a pas, disons, où le strict minimum d'une vie saine, d'une vie digne, n'existe pas avec cette longue description, cette description détaillée qui s'étale pratiquement sur une phrase. C'est vous dire en fait ce souffle en fait déployé par l'auteur, par le narrateur pour justement montrer l'insalubrité de cet espace, et on a l'impression d'être dans une sorte d'apocalypse parce que tous les éléments justement d'une vie digne, comme j'ai dit, sont gommés au profit d'un espace d'un espace euh, terrible. Pardon. Tiès, au milieu de cette pourriture, quelques maigres arbustes, bantamarets, tomates sauvages, gombo, bises, etc., etc. Je ne vais pas lire tout le texte, mais l'accent est mis ici sur la pourriture, sur la famine aussi. Sur la famine, le narrateur parle également de l'air pollué, de l'air pollué et surtout de cette interpénétration en fait du bestial et de l'humain, parce que à un moment donné le narrateur parle justement d'animaux qui se disputent en fait, ou des animaux et des humains qui se disputent en fait des morceaux disons, de ce qui reste de ce qu'on pourrait appeler de la nourriture. En fait, ce n'est pas de la nourriture, ce sont les résidus, parce que les Africains vont les chercher dans des poubelles. Donc, en fait, avoir ou disons avoir cet espace, on ne peut que dénoncer en fait euh, dénoncer toutes ces réflexions sur la liberté, euh, sur le bonheur humain, justement développé par les Occidentaux, développé par le colonisateur, qui, lui, justement, dans le roman, et là, j'aborde le texte, en fait, concernant l'espace du colonisateur, et le chapitre est intitulé Le Vatican, est intitulé Au Vatican, pardon. Et il s'agit de la description, en fait, il s'agit de la description de la demeure, ou disons du quartier des Blancs. Alors je lis le texte: toutes semblables avec leurs toits de série, leurs pelouses vertes bien entretenues, leurs allées ratissées, leurs perrons,
que ceinture une balustrade de ciment les villas des employés blancs de la régie s'alignaient pour former un quartier bien à part de la ville que le Habib avait un jour baptisé sans que l'on sût pourquoi le Vatican. Donc voilà. Euh, le Vatican, c'est cela en dit long justement sur cette, sur ce caractère, sur le caractère sacré justement de cet espace qui n'a rien à voir avec l'espace justement que nous avons vu tout à l'heure. Donc le blanc se circonscrit ainsi dans un espace bien distinct de celui du noir. Donc nous avons deux espaces différents, un antagonisme flagrant, une confrontation et une dualité. Et cela, c'est très important à noter. Donc nous avons alors, malgré, je reviens au texte, malgré la proximité du dépôt et de ses fumées, les couleurs étaient gaies. Aux poteaux soutenant les auvents des vérandas grimpés des lierres et des vignes, des fleurs en pot ou en caisse, ornaient les balustrades dans les jardins, qu'ombrageaient les bougainvilliers, des massifs de roses, etc., etc. Et plus loin, le narrateur dit: la vie était facile au Vatican, si facile qu'elle en devenait monotone et que les enfants, mis à part les habitants, avaient pris cet air renfrogné et maussade qui est la marque de l'ennui. Donc, voilà. À l'ordre, on peut dire qu'à l'ordre de l'espace du colonisateur se pose le désordre de celui du colonisé. Et nous sommes là dans une représentation antithétique de l'espace. Donc l'espace, c'est un espace ordonné où règne l'ordre, et ailleurs nous avons vu justement un espace désordonné où on assiste à une mise en scène déplorable justement une mise en scène déplorable de l'insalubrité en fait de l'espace et de la vacuité de cet espace, bien qu'il soit plein hein, de figures emblématiques de la misère. Par contre, dans cet espace, celui du blanc, tout est, la vie, comme on dit, est en rose et tout est ordonné de façon à ce que les habitants vivent dans une ambiance euphorique. Euh, bien. Donc, l'espace du colonisateur est ainsi un espace d'aliénation. C'est un espace d'aliénation pour le noir, bien évidemment. La situation historique est ainsi caractérisée par l'affaiblissement des entités fondamentales par lesquelles l'esprit du noir réalise sa maîtrise de l'espace, qui est en fait son espace propre. C'est-à-dire qu'il n'a plus de maîtrise, le noir n'a plus de maîtrise sur son espace, sur son espace jusqu'alors en fait maîtrisé, jusqu'alors vécu comme quelque chose d'agréable. C'est-à-dire qu'on ne peut que en fait parler justement euh, disons de paix qui existe entre les deux espaces. Donc, on peut dire justement que le texte se plaît en fait, le texte romanesque se plaît à révéler ses propres mécanismes en faisant du lieu fictionnel une Afrique abstraite. On a l'impression d'assister à une Afrique abstraite, à une Afrique que l'Africain ne reconnaît plus. Et l'histoire d'un espace d'opposition binaire. Nous avons la tradition modernité, colonisation, indépendance, etc., etc. D'accord. Donc cet espace crée justement pour le personnage une crise identitaire, aux résonances délirielles, parce que le personnage, le négro-africain tombe dans le délire, parce que lorsqu'il voit en fait le personnage, pardon, lorsqu'il voit l'espace du colonisateur, il le compare à son espace propre, il est dans une sorte de déséquilibre psychologique qui fait qu'il perd en fait ses repères. Hein. Il perd ses repères et il ne peut plus justement, il n'arrive plus à s'approprier justement l'espace et il perd justement l'espoir en fait en un avenir radieux bien évidemment, hein, surtout après la décolonisation.
Alors, et cette obsession est nourrie en fait par la vacuité de l'espace. C'est une vacuité au demeurant plus apparente que réelle pour le personnage, parce qu'il n'y a pas de, l'espace n'est pas vide physiquement parlant, mais psychologiquement, symboliquement, il l'est en fait. Et la logique en fait du lieu habité vise à vérifier le fonctionnement affectif du rapport de l'habitant à ce lieu. Parce que si on regarde par exemple du côté des Blancs, euh, le narrateur parle justement d'ennui, parle d'ennui chez les habitants de ce personnage, de cet espace, en lui, créé justement par cette perfection spatiale, si j'ose dire. Cette perfection spatiale, là où les Noirs, là où les Africains euh, ne, ne vivent que dans le malheur. Bien. Euh, donc, cette logique, c'est la logique du lieu habité, est à chercher non seulement dans l'espace géographique décrit, et dont on peut dessiner les contours, mais aussi, comme je viens de le dire, dans l'espace symbolique, dans l'espace intrinsèquement lié justement à la psychologie du personnage. À la psychologie du personnage comme étant une étendue d'images. Une étendue d'images concrètes ou non, singulièrement perceptibles par l'homme et par sa conscience. Parce que l'être humain, à force justement de, à force de fréquenter, ou disons à force de se mettre en contact avec l'espace, quelle qu'en soit la nature, finit justement euh, par, euh, par, conceptualiser par conceptualiser cet espace. Et il finit par euh, entrer dans un contact singulier avec cet espace. Donc, ces images dont j'ai parlé tout à l'heure sont inductrices de sensations, de sensations allant de l'euphorique au dysphorique. Et là, je vais vous donner une citation de Michel Crouzet, tirée de son livre Espace romanesque, où il parle du lieu comme élément de signification. Alors, on définira l'espace comme une topographie inscrite dans le roman où s'effectuera la transformation romanesque du lieu en élément de signification. Fin de citation. Alors, euh, notons également la symbolique du micro-espace, celui par exemple de la maison, celui de la maison par rapport au macro-espace, la rue, la ville, le village, etc. La finesse, et là je ne peux pas m'empêcher de vous donner une citation que j'ai beaucoup appréciée, une citation de Gaston Bachelard, de Gaston Bachelard, tirée de son livre La poétique de l'espace, où il parle justement de la maison, il parle des images d'intimité justement qui sont vérifiées par l'expérience vécue, l'expérience vécue, et il donne comme exemple la maison. Début de citation. La maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, c'est parce que les souvenirs des anciennes demeures du passé sont revécus comme des rêveries que les demeures du passé sont en nous impérissables. Il nous faut montrer que la maison est une des grandes puissances d'intégration pour les pensées, les souvenirs et les rêves de l'homme. Elle maintient, euh, elle maintient, pardon, il nous faut montrer que la maison est une des grandes puissances d'intégration pour les pensées, les souvenirs et les rêves de l'homme. Elle maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. Fin de citation.
parle de cette dialectique de la relation en fait entre cette circularité de l'espace et du temps, ce, ce rythme ininterrompu en fait euh, du rapport entre l'homme et l'espace. Donc, pour revenir à l'espace justement africain, on peut dire que les figures de l'échec, hein, les figures de l'échec familial et social, se superposent. Les figures de l'échec familial se conjuguent. Les soubresauts psychologiques du héros, causés par une réalité tragique, active et réactive justement. La souffrance, c'est ce qu'on voit justement chez les personnages africains du roman Les Bouts de bois de Dieu. Hein. Il parle de personnages carencés, psychologiquement parlant. Il y a des personnages, des personnages qui n'arrivent pas justement à vivre dignement. Et là, on peut en fait donner comme exemple d'autres romans africains qui sont beaucoup plus qui présentent justement des traumatismes aux accents frénétiques, des traumatismes beaucoup plus graves que ceux que présente les bouts de bois de Dieu de Saint Ben Ousmane. Et je pense particulièrement au Soleil des indépendances Soleil des indépendances et Allah n'est pas obligé de grands romans de la littérature africaine subsaharienne sont des romans écrits par Ahmadou Kourouma, l'ivoirien Ahmadou Kourouma. Alors, donc, alors je reviens au texte qui parle de l'espace du blanc pour lire un extrait. Alors, les Isnards habitaient au numéro 7 entre la villa de Victor et celle de Leblanc. Les anciens de la colo, comme ils aimaient s'appeler, entre eux avaient pris l'habitude de se réunir chez le contremaître. On venait là faire un tour d'horizon, supputer les chances d'un avancement, donner et recevoir des nouvelles. On y formait de petites ligues, on y conspirait un peu, on y médisait beaucoup, et c'était la plupart du temps la maîtresse de maison qui menait le jeu. Donc voilà, c'est un espace isolé de l'espace du monde. C'est une sorte de harem, entre guillemets, où se trame en fait, où se trame, disons, où se préparent des coups, où se trament justement des histoires, se préparent justement des stratagèmes euh, pour les, pour les Africains, pour les pauvres Africains. Et surtout, c'est un haut lieu en fait de médisance. Hein. C'est un haut lieu de médisance, c'est un haut lieu d'égoïsme et d'ennui aussi. Hein. Alors, c'est là en fait que se nourrissent en fait ces images en fait, ces images catastrophiques qui montrent le visage hideux de la colonisation. Donc, on peut dire en fait que pour résumer que à la beauté du village en fait, à la beauté du village africain et de son harmonie, hein, là je parle de manière générale et de son harmonie, cette beauté contraste avec le caractère sordide et morbide justement de, de la ville, de l'espace en fait, de l'espace ou du lieu où vit le négro-africain en ville, en fait, notamment suite à l'introduction ou à l'intrusion justement de la machine dans l'espace africain. La correspondance entre l'espace géographique et l'espace mental, ça c'est très important, est révélatrice de tensions internes et externes. Et là, on peut dire que chez le personnage africain, il y a une sorte d'absence
d'enracinement fixe. Hein. Il y a une sorte d'absence d'enracinement fixe, d'enracinement fixe qui est intégré, d'enracinement fixe à l'espace africain, et qui est intégré à un processus social déstabilisant. Hein. Déstabilisant, en fait, processus social imposé par le colonisateur déstabilisant dans la mesure où il débouche l'errance, sur l'errance psychologique et qui bien évidemment psychologique mais aussi spatiale, hein, qui se présente comme la seule issue pour le personnage. Et ce personnage devient une sorte d'exilé dans un univers hostile. Hein, hein, dans un univers hostile. Et certains personnages sont désespérément en quête de ce de ce qui pourrait leur permettre de vivre en paix, hein, une vie meilleure. Hein. C'est en fait si j'ose dire, toute la morale, entre guillemets, du roman, c'est-à-dire œuvrer pour un avenir meilleur pour l'Afrique à travers, bien évidemment, la grève des cheminots. Et cet espace, en fait, cet espace, on a eu l'occasion d'en parler, cet espace qui était caractérisé par une sorte d'unité, hein, a été en fait victime de démembrement de la part du colonisateur. Donc le sujet africain, suite à ce démembrement, est atteint dans sa dignité, hein, parce que sa substance psychologique et existentielle inhérente ou intrinsèquement liée à son espace lui a été confisquée. Hein. Et c'est un sentiment de trahison en fait qui s'installe, de trahison. Ce sentiment de trahison, ce qui est celui en fait du noir, de l'Africain subsaharien, trouble son âme et donne lieu à des effets pathétiques et tragiques qui sont, automatiquement placés sous le signe de la décadence du personnage et de sa déchéance. Alors, et nous avons en fait, nous avons la prégnance en fait dans le roman à travers la description justement de ces deux espaces, la prégnance de l'image en fait, de l'image d'un cercle en fait, ou de deux cercles parallèles, hein, de deux cercles parallèles, de deux cercles diamétralement opposés, parallèles dans la mesure où ils ne se rencontrent pas. C'est-à-dire que nous avons l'espace du colonisateur et nous avons celui du colonisé. Et le colonisateur n'accède à cet espace que pour aller travailler, pour aller être, disons, pour aller travailler chez le colonisateur en tant que domestique, pour travailler dans les champs, etc. etc. Et cette image du cercle isole en fait davantage les personnages, isole le personnage africain. Et le cercle en fait symbolise, si j'ose dire, le destin de l'Afrique en général. Parce qu'on revient toujours au point de départ. Et cette symbolique en fait, je dirais que cette symbolique dysphorique de l'espace, qu'on trouve dans le roman Les bouts de bois de Dieu, disons, cette symbolique est liée au chaos, hein, à cette crise en fait. Et la crise de l'espace est organiquement liée à la crise d'identité. Et les repères justement de l'individu disparaissent au profit d'un sentiment de vacuité qui étouffe et qui rend difficile l'appréhension du monde. Parce que le personnage, le négro-africain, est dans cette difficulté justement d'appréhender le monde. Et qui est accentué par un traumatisme historique en fait, qui s'exprime
nettement dans le rapport du négro-africain à l'histoire. On peut dire, en fin de compte, qu'en général, l'espace africain n'échappe pas à la démence, hein, à la démence aux multiples figures, étant un espace, étant un univers où l'aliénation des êtres appelle les images de l'aliénation mentale. Alors, dans ce cas, il s'agit de la description d'une situation historique caractérisée, entre autres, par l'affaiblissement des entités, affaiblissement par la machine coloniale, par le système colonial, l'affaiblissement des entités fondamentales par lesquelles l'esprit humain réalise sa maîtrise de l'espace. Dès lors, le personnage a tendance à se replier sur soi-même. Et bien évidemment, l'édifice, disons, la sphère de la psyché apparaît comme un espace clos, un espace étroit, que le moi africain s'approprie en réaction à la souffrance infligée par autrui. Voilà, et merci.